Salam, salam, salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez aimé le premier cours et que les explications vous ont été utiles. Aujourd'hui, on attaque le deuxième cours en ligne de la génétique moléculaire. Et ce cours d'aujourd'hui sera un tout petit peu plus long. Le dernier était à peine une trentaine de minutes. Celui-là va durer un peu plus de 40 minutes. Je vous souhaite de passer un bon cours. Donc, le plan de cours d'aujourd'hui est très simple. Donc, nous allons parler des différents éléments impliqués dans la transcription. Donc, d'abord le promoteur, qui est reconnu par la reine Paul et comment il est régulé, sa régulation donc. Puis, les étapes essentielles de la transcription. Et enfin, les étapes aussi de la maturation et les éléments de la maturation du transcripteur. Donc, aujourd'hui, autour de la transcription avec ses différentes étapes et différents éléments. La transcription est la première étape dans le processus de fabrication d'une protéine. Donc, on a d'abord la transcription, ensuite la maturation de transcrits en transport, ensuite la traduction et ensuite la maturation de la protéine et enfin on a une protéine fonctionnelle. Le contrôle de l'expression d'une protéine passe par des checkpoints dans lesquels on contrôle soit la transcription, soit la maturation, soit le transport de l'ARN, soit on contrôle la traduction ou l'activité protéique ou le stockage de la protéine. Donc, quand on parle de transcription, on parle de l'ARN polymérase et les différents régulateurs de cette ARN polymérase, qui sont des régulateurs activateurs ou des régulateurs inhibiteurs, sont les premiers régulateurs qui décident du niveau d'expression d'une protéine. Tout d'abord, qu'est-ce que la transcription? La transcription, c'est la lecture d'un grain par une ARN polymérase. L'ARN polymérase, elle va faire quoi? Elle va synthétiser un ARN dont la structure primaire produit celle du brin sens du gène. Elle est complémentaire au brin antisens. La transcription est produite par plusieurs enzymes, l'ARN pôle 1, l'ARN pôle 2 et l'ARN pôle 3. Alors, la pôle 1 synthétise les ARN cytoplasmiques, les ARN R18, 5.8 et 28. Pour que l'ARN pôle puisse transcrire de l'ARN messager, elle a besoin d'une matrice d'ADN. Vous vous rappelez, donc la reconnaissance au niveau du promoteur se fait au niveau d'un sens. Ensuite, la transcription se fait en utilisant la matrice de brin antisens. Ok? Et donc, on a besoin que l'ADN soit accessible à l'ARN pôle. Pour ce fait, l'ADN doit être relâché. Dans le cas où il est compacté, on va trouver cet ADN-là, on va le trouver sous sa forme méthylée. Donc, il y aura des groupements méthyles ajoutés au niveau des cytosines des îlots. Et dans le cas où la régulation est propice à la transcription, nous allons plutôt trouver des histones acétylées. Ça va relâcher la chromatine. Donc, quand on dit acétylation d'histone, pensez euchromatine. Quand on dit méthylation, pensez hétérochromatine, forme compacte, inaccessible à la transcription. Ça, c'est la forme de régulation de la chromatine la plus basique. Donc, pour que les choses soient claires, on va parler de brin sens. Donc, le brin sens, c'est le brin dans lequel la boîte 4 est en amont de la boîte tata. Donc, dans l'ordre de 5' à 3', on trouvera la 4, la tata et s'il existe l'INF. Ok, ce brin-là est le brin qui est reconnu par le complexe de transcription. Le brin qui lui est complémentaire et antiparallèle est le brin antisens. Ce brin-là, donc il est orienté 3' et pas 5' comme le brin sens. Ce brin-là, lui, il sert de matrice, donc il contient le site de départ de la transcription et il sert de matrice à l'ARN pôle. Voilà, donc j'espère que vous avez saisi la différence. Donc, vous avez un brin sens avec 35 3' la boîte 4 et la boîte tata, celui qui est 6. Et vous avez le brin antiparallèle qui est donc de 3' à 5', contient après
différents promoteurs. Donc, là, ici, l'initiation de la transcription et contient la suite de la séquence qui est en fait la matrice retenue par l'ARN du col. Cette diapo que nous avons vue précédemment contient une séquence qui vient de la séquence en amont de la séquence de transcription qui vient de la polyprotéine A2. C'est la séquence promotrice. Alors, c'est 900 nucléotides qui précèdent la séquence unité de transcription, contiennent de nombreuses séquences qui sont reconnues par des protéines nucléaires. Et ces séquences-là permettent la régulation de la transcription, son initiation. Alors, vous pouvez voir que vers moins 30, ça veut dire que à 30, entre 20 et 30 nucléotides en amont du pouce 1, qui est le premier nucléotide transcrit en direction de l'essence, on retrouve une boîte TATA. Okay, donc c'est une séquence TA, TA, TA. C'est ça, une TATA box, une boîte TATA. Celle-là est spécifiquement reconnue par la protéine TFP2, qui est le facteur de l'ARN COL2. Un peu plus haut, à moins 80, vous allez trouver la séquence qui correspond à la boîte 4 box. La boîte 4. Et juste derrière la boîte GC, sur lesquelles viennent se fixer d'autres protéines de la transcription. Par exemple, le facteur de transcription ASP1. Et de nombreuses autres séquences, un peu plus haut, en jaune, sont des séquences où se fixent des protéines régulatrices de la transcription. Par exemple, vous avez la séquence TRE, qui est au début de la troisième ligne. Vous voyez la flèche verte en haut. Et celle-là, elle sert à fixer des protéines de la famille AP1 pour activer la transcription. Donc, c'est une séquence de régulation positive qui attire et se fixe à interagir avec ce qu'on appelle une protéine activatrice, un enhancer, une protéine activatrice. Quels sont donc les éléments qui décident de qui parmi les gènes doit être transcrit ou non et à quel niveau? Donc, quels sont les éléments qui décident qu'un gène doit faire partie de la E-chromatine et qu'il soit accessible à la transcription et qu'il doit être transcrit en une certaine quantité, et les gènes qui doivent appartenir à l'hétérochromatine et qui deviennent donc de ce fait inaccessibles à la transcription. Ces éléments sont des régulateurs et les régulateurs sont organisés en deux types en fonction tout simplement de leur nature. On a les cis-régulateurs et les trans-régulateurs. Les cis-régulateurs sont, pour faire très simple, des séquences d'ADN. Alors quand on dit cis-régulateurs, pensez séquence. Et ensuite, on a en contrepartie les transrégulateurs qui sont les éléments diffusibles. Ça veut dire des protéines, des ARN, des seconds messagers. Okay? Comment une séquence peut-elle être régulatrice? Une séquence régulatrice et donc un cis-régulateur ne peut interagir avec une autre séquence et la réguler de façon positive ou négative qu'à travers un intermédiaire. L'utilisation d'un intermédiaire pour la régulation fait que cette régulation s'appelle transrégulation. Un cis-régulateur ne peut donc être régulateur qu'en trans. Tous les cis-régulateurs sont des régulateurs en trans car ils utilisent des intermédiaires pour réguler les séquences ciblées. Les séquences ciblées étant souvent des promoteurs, on est d'accord, qu'ils soient des séquences, des promoteurs sites de régulation positifs ou négatifs. Les séquences sont toujours visées, sont toujours des séquences promotrices, qu'elles soient proximales ou distales. Donc ça, c'est les cis-régulateurs. Les cis-régulateurs, rappelez-vous, c'est des séquences d'ADN régulatrices en trans, ça veut dire qu'ils régulent en utilisant des intermédiaires. Et ces intermédiaires sont justement ce qu'on appelle les transrégulateurs. Okay? Alors, les transrégulateurs sont donc les éléments diffusibles qui servent à réguler de façon positive ou négative une séquence ADN, un promoteur par exemple. Et les transrégulateurs, eux,
donc ces éléments diffusibles, qu'ils soient ADN ou qu'ils soient ARN ou second messager ou protéines, ce sont des régulateurs qui peuvent réguler soit en cis, soit en trans. On dit qu'un transrégulateur régule en cis lorsque ce régulateur interagit directement avec la séquence d'ADN qu'il cible. Et on dit qu'un transrégulateur agit en trans lorsqu'il a besoin d'un autre intermédiaire protéique pour interagir. Ok? Donc, juste pour pas que tout ça se mélange et que tout soit bien clair, cis-régulateur veut dire séquence régulatrice, transrégulateur veut dire élément régulateur. Cis-régulateur agit tout le temps en trans car tout le temps besoin d'intermédiaire. Transrégulateur, s'il interagit directement avec la séquence, il est donc transrégulateur en cis. S'il interagit par l'intermédiaire d'une autre protéine, il est donc transrégulateur en trans. Les cis-régulateurs et les transrégulateurs ont une particularité qui est celle d'avoir une affinité assez importante les uns par rapport aux autres. Les transrégulateurs, comme vous pouvez le deviner, sont souvent des protéines ou des éléments qui sont chargés positivement et qui ont une affinité assez importante vis-à-vis de l'ADN, qui lui a une charge nette négative vu les groupements phosphates qui portent en son squelette. Ici, vous avez quelques exemples des différents transrégulateurs et des séquences cis ciblées. Alors, ces éléments donc, sont de deux types. Vous avez des éléments qui sont essentiels et présents dans la plupart des gènes. Vous avez par exemple l'exemple de la boîte Tata ou l'exemple de l'élément INR qu'on retrouve au niveau de tous les gènes ensemble ou mutuellement exclusifs, dans le sens où un des deux suffit à l'interaction avec les éléments initiateurs de la ARN pol et donc suffit à l'initiation de la transcription. En contrepartie, donc, on a d'autres éléments qui ne sont pas présents dans toutes les cellules, mais qui sont plutôt spécifiques à un certain type cellulaire. Et ces régulateurs permettent justement l'expression des gènes de façon différente du tissu spécifique. Donc, vous voyez, la régulation génique, la régulation d'un gène X va dépendre de la protéine A, qui elle-même, dans l'expression de cette protéine M, dépend d'un autre facteur B, etc. Et donc, on se retrouve, pour atteindre la tissu spécificité, ou de façon plus simple, la spécificité cellulaire, avec une chaîne de signalisation qui est assez complexe, où on a un élément initiateur qui va mettre en place une régulation positive ou négative pour tout un ensemble de gènes et donc de protéines. Donc la boucle d'expression positive est souvent pas linéaire, elle est plutôt divergente et touche plusieurs protéines à la fois. C'est toute une machinerie qui se met en place et pas uniquement une protéine qui va conférer la spécificité. L'initiation de la transcription nécessite des douzaines de protéines qui interagissent toutes ensemble. La ARN pôle 2, à elle seule, est en fait pas une protéine, mais plutôt un complexe fait de 15 protéines. La data binding protein, les TBP associated factors, qui sont au nombre de 8, et d'autres facteurs de transcription, et de nombreux autres cofacteurs. La transcription demande également la réorganisation spatiale des complexes par ce qu'on appelle les looping factors et aussi par les chromatin remodeling complexes. En gros, ce que vous voyez ici dans le schéma, il est là pour vous illustrer l'importance du repliement de l'ADN afin de permettre justement aux différents cis-régulateurs et transrégulateurs d'accéder les uns aux autres et aux séquences cibles, parce qu'à défaut, la transrégulation, comme la cisrégulation, serait impossible. Les cisrégulateurs peuvent être situés à des emplacements très variables par rapport à la séquence codante, par rapport à l'élément de transcription.
le locus, par exemple, vous avez l'exemple du locus SHH, qui est à 800 kilobases du site de la transcription. Et donc là, il devient nécessaire que des facteurs en trans se rapprochent par le folding, par le pliage d'ADN. Alors, quels sont les protéines qui font le pliage? Ce sont les protéines qu'on appelle les locking factors et puis les chromatin remolding complex, le complexe de remontage chromatinien. Donc, sans ces protéines-là, les transrégulateurs, les cis-régulateurs, ne pourraient pas interagir avec leur site. Aussi, sachez que tous les promoteurs ne sont pas forcément en amont. Unité de transcription. Certains promoteurs peuvent être une intrants, comme l'exemple de 5, voire même dans les écrans, c'est le cas de la kératine, de la kératine. Aussi, des facteurs génétiques connus à la plupart des gènes, tels que par exemple les facteurs 1, 2 et 3, agissent en 6. Okay. Et les facteurs sensibles aux hormones, eux, agissent en trans. Donc, les TF, par exemple, agissent en 6, c'est-à-dire qu'ils interagissent directement avec une séquence d'ADN. Tandis que les facteurs qui sont spécifiques vont agir en trans, vont agir avec une séquence d'ADN pour que le complexe protéine ADN agisse avec un autre complexe protéine ADN. Si l'ADN était une molécule rigide qui ne se pliait pas aux besoins et au gré de la régulation cellulaire, les sites régulateurs ne pourraient jamais, donc les régulateurs en 6, ne pourraient jamais accéder aux séquences cibles. Car, comme vous pouvez le voir dans cette illustration toute simple, les régulateurs peuvent être situés à des emplacements très variables par rapport aux séquences codantes. Par exemple, le locus SHH est à 800 kilobases de site de la transcription. L'activité de ce site régulateur dépend donc des facteurs qui vont former et déformer les boucles d'ADN pour rapprocher le promoteur de la séquence codante. Certains promoteurs peuvent même être introniques. Il y a l'exemple typique du gène CCR5, voire même exonique, tel que c'est le cas pour la kératine 18. Voyez-vous, l'emplacement des promoteurs n'est pas tout le temps en amont de la séquence de l'unité de transcription, mais il peut être à l'intérieur même de l'unité de transcription. Surtout lorsqu'on a une régulation alternative. Les facteurs généraux non spécifiques, communs à la plupart des gènes, agissent en 6. Ça veut dire que ces facteurs-là agissent directement en interagissant avec l'ADN. Mais les facteurs qui sont plus tissu-spécifiques, sensibles aux hormones par exemple, eux agissent en trans, ça veut dire qu'ils ont besoin, ces facteurs régulateurs, d'autres intermédiaires afin de réguler la séquence ADN cible. Cette caractéristique nous mène à un détail qui n'est pas négligeable, c'est le fait que la transcription d'un gène pourrait très bien être altérée, non pas par des mutations au niveau de la séquence codante, mais plutôt par des mutations au niveau des promoteurs ou des promoteurs proximaux ou des promoteurs distaux ou des régulateurs bien éloignés, ou même de mutations au niveau de facteurs de transcription ou de mutations au niveau de protéines ou ARN transrégulateurs. Vous voyez donc la mutation, quand on dit que la conséquence protéique est pathologique, cela ne veut pas forcément dire que c'est le gène en question qui est muté. Parfois, la mutation survient de bien loin, soit de ses séquences régulatrices à lui, soit de phénomènes de la régulation de façon générale. Ça veut dire un facteur de transcription, un petit ARN, un facteur de remodelage protéique, etc. Le schéma que vous voyez est un schéma qui représente
les différents facteurs qui sont impliqués dans la transcription et dont certains ne sont impliqués que dans l'initiation. La petite souris en orange est en fait l'enzyme ARN-POL, c'est-à-dire celle qui est responsable de la catalyse, de la condensation de l'ARN. En revanche, l'ARN-POL seul, c'est-à-dire cette petite souris orange seule, ne serait jamais capable d'interagir avec l'ADN ni d'initier une transcription. Elle a besoin de plusieurs éléments. Okay. Alors, pour pouvoir initier une transcription, le couple cis-régulateur-transrégulateur lié entre en contact avec le complexe d'initiation de l'ARN-POL. Et ça se fait par l'intermédiaire de protéines appelées des protéines médiateurs. Vous voyez, c'est le bidule en orange, en jaune, pardon, au-dessus. L'ARN-POL peut donc démarrer la transcription si elle est activée par des facteurs de transcription, dont certains sont liés à ces éléments, comme les boîtes TATA ou CATBOX, en fonction du signal reçu. C'est-à-dire, est-ce que c'est le signal activateur, on commence, si c'est le signal inhibiteur, on arrête. Et ça se fait par l'intermédiaire du médiateur qui va, en fait, dépendre de le signal activateur ou inhibiteur. La liaison du transrégulateur et du médiateur nécessite un repliement d'ADN, pour que l'élément cis-régulateur puisse être en face du promoteur. Et ça se fait grâce au folding, aux protéines de repliage. Okay. L'ARN-POL2 et l'ARN polymérase 2 est l'enzyme de transcription des gènes de classe 2, ça veut dire que c'est l'enzyme qui va permettre de synthétiser des ARN primaires qui par la suite, après maturation, seraient traduits en protéines. L'ARN-POL2 est présente dans tous les noyaux cellulaires. La transcription qu'elle catalyse nécessite des ribonucléosides, triphosphate bien sûr, activés, donc, qui sont l'ATP, la CTP, la GTP et l'UTP, et plusieurs cofacteurs protéiques, plus le magnésium. L'énergie de la réaction est fournie par l'hydrolyse des liaisons riches en énergie des nucléosides triphosphate, comme pour l'ADN. L'initiation de la transcription sur un promoteur humain implique plusieurs facteurs de transcription, connus sous les noms de TF2A, B, D, E, F, H et J, en plus de l'ARN-POL elle-même. Donc vous voyez, vous avez l'ARN-POL et les facteurs d'initiation. Au centre de ce mécanisme initial, il y a l'association de la TBP, la sous-unité reconnaissant l'ADN du facteur TF2D, avec la TATA box. Okay. Ensuite, on a l'adjonction successive de TF2B, RAP30, la petite sous-unité de TF2F. Okay. Et là, ça va permettre de fixer la polymérase et ça va aussi déterminer le brin transcrit et le sens de la transcription. Et puis, s'ajoutent plusieurs sous-unités dans la F2H. Et ce n'est qu'à ce stade que la transcription peut commencer, bien sûr à condition que les ribonucléosides soient disponibles. Le complexe d'initiation de la transcription recouvre une séquence d'environ une centaine de nucléotides du brin antisens. Et c'est le TF2H qui va provoquer l'ouverture et le déroulement partiel de la double hélice à l'endroit où se fait la transcription. La transcription commence à environ une vingtaine de nucléotides de la boîte TATA à direction opposée à celle de 4 et se poursuit en remontant le brin antisens de 3' à 5'. La condensation, elle, se fait bien sûr de 5' à 3'. La formation de ce complexe est activée ou inhibée par des facteurs transrégulateurs liés à des séquences cis-régulatrices du même promoteur. Une fois l'initiation de la transcription passée, l'ARN-POL construit un ARN qui est hybridé avec le brin antisens d'ADN de façon transitoire en une sorte d'hétéroduplex. La séquence primaire d'ADN est la copie du brin sens et elle est complémentaire de brin antisens.
Ce qui la distingue du brin sens, c'est qu'elle est composée de ribonucléotides au lieu de désoxyribonucléotides, et que l'uracile est à la place de la thymine. Au cours de cette élongation, l'ARN pol est accompagné d'une série de facteurs d'élongation qui modifient la chromatine pour permettre l'avancée de l'enzyme et qui empêchent la formation d'obstacles comme des épingles à cheveux pour faciliter l'avancée et la polycondensation. La double hélice est ouverte en une boucle pour permettre à l'ARN pol de se placer au niveau du brin antisens. Le transcrit primaire reste bridé sur quelques nucléotides, puis s'en détache pour permettre à la double hélice de se reformer après le passage de l'ARN pol. L'extrémité 5' du transcrit primaire est libérée, elle se condense en une structure en épingle à cheveux. Et la polymérase, l'ARN pol, elle poursuit la synthèse du transcrit primaire en condensant les ribonucléotides jusqu'à ce qu'elle rencontre des signaux de terminaison, donc de fin de transcription. À la rencontre de ces signaux, l'ARN pol se détache de l'ADN, libère le transcrit primaire et la double hélice finit de se refermer. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de la transcription du gène ApoA2, à la fin du gène, nous rencontrons deux boîtes. La première, c'est TTA-TTT, et elle est suivie dans la plupart des gènes d'une autre boîte qui est ATA-C3C. C3AC. L'ARN pol va s'arrêter peu après le premier signal, et elle va libérer le DNA et le RNA. Et derrière, il y a d'autres ARN pol qui vont passer si on s'intéresse à synthétiser plusieurs copies d'ARN, ou alors l'ADN va tout simplement se refermer et la double hélice va redevenir entière à la fin de la transcription. Une fois le transcrit primaire libéré, il doit subir toute une série de modifications dont le but est de définir sa durée de demi-vie, dont le but est de préserver les séquences destinées à être traduites et éliminer les séquences qui ne seraient pas traduites, et aussi parfois dans le but de modifier la séquence afin d'obtenir des dérivés protéiques différents de la séquence initialement transcrite. Ces modifications sont l'ajout de la coiffe, l'ajout de la queue, l'édition, l'excision et épissage. Le capping est un phénomène qui permet de protéger l'ARN messager afin d'éviter sa destruction par les ribonucléases cytoplasmiques. Car en cas de défaut dans la formation de cette coiffe, l'extrémité 5' serait dégradée et petit à petit la totalité de l'ARN messager sera transformée en nucléotides qui vont être recyclés pour la synthèse de nouveaux acides nucléiques. Donc afin de protéger cet ARN messager du catabolisme, il y a une structure particulière qui se met en place pour dissimuler l'extrémité 5'. Sa structure s'appelle cap ou coiffe. Alors, au minimum, on a une fixation d'un GMP au niveau du deuxième phosphate du nucléoside triphosphate premier à l'extrémité 5'. Comme vous avez dû l'imaginer, le premier nucléotide, lui, en fait, il est là et il a à son extrémité deux phosphates collés l'un à l'autre. L'enzyme responsable du capping va venir et coller le GMP à ce phosphate-là. Donc, une fois que ce GMP est collé, on va le méthyler. Cette méthylation se fait au niveau de l'azote numéro 7, au niveau de GMP. Donc, le cap 0, c'est quoi? Le cap minimal, la coiffe minimale, est une coiffe qui est en fait un GMP collé à notre premier, un GMP méthylé collé à notre premier nucléotide en 5'. Ensuite, il y a d'autres caps qui peuvent être ajoutés.
Si le nucléotide initial comprend une adénine, cette adénine est méthylée au niveau de l'azote numéro 6. Ok? Et si les riboses des nucléotides initiaux sont... et en plus, les riboses des nucléotides initiaux sont quelquefois méthylés sur l'oxygène de la fonction alcool numéro 2. Ok? Donc ça, c'est le cas numéro 2. Voici donc 3 façons, dont une essentielle et 2 qu'on retrouve de façon optionnelle, non obligatoire, et qui servent à dissimuler l'extrémité 5' afin d'éviter la dégradation par les exonucléases au niveau du cytoplasme. Il est à signaler que le capping est un phénomène qui se fait dès que l'ARN pol libère l'extrémité 5' et non à la fin de la transcription. Donc dès qu'on libère l'extrémité, cette extrémité est coiffée. Donc, contenir une cassette qui est celle justement on appelle ça une boîte Julia, et une autre cassette, une boîte box, la même chose, qui est celle responsable de la fin de la transcription qu'on va trouver à la toute fin du transcript linéaire. Alors qu'est-ce qui va se passer après la fin de la transcription, après libération du transcript linéaire? L'ARN pol va libérer ce transcrit-là. Ensuite, il y a une endonucléase qui va venir couper l'extrémité 3' de ce transcrit et qui va ne garder qu'une dizaine de nucléotides après la boîte polia. Une fois cette unité libérée, il nous reste une boîte polia avec une dizaine de nucléotides en 3' et la polyapolyméral va intervenir. La polyapolyméral va reconnaître la boîte polia et elle va interagir avec l'extrait 3' de l'ARN et elle va synthétiser une longue queue composée exclusivement de nucléotides, de ribonucléotide A. Donc il y aura une succession A dont la taille n'est pas hasardeuse, mais elle est plutôt régulière. La taille donc peut aller jusqu'à des milliers de nucléotides adénines ou juste à un petit millier d'adénines. Le nombre d'adénines ajoutées est régulé en fonction de la file qu'on voudrait donner à cet ARN messager. Va suivre le cytoplasme grâce à sa queue et à sa coiffe. Sa coiffe va lui permettre d'éviter de se faire dégrader sur la partie 5' et sa queue sur la partie 3'. Néanmoins, contrairement à la queue, elle, qui n'est pas dégradable, contrairement à la coiffe qui n'est pas dégradable, la queue, elle, va subir dès la sortie du messager cytoplasme, la queue va subir une dégradation progressive par les exonucléases au niveau 3'. Et cette dégradation est progressive et continue. Et lorsque la queue se raccourcit, on ne faire que quelques petites centaines de nucléotides adénines, l'ARN sera considéré comme arrivé à fin de vie et il sera dégradé. Donc ces composants vont être recyclés pour fabriquer d'autres ARN. Et si la cellule a besoin de cet ARN, elle va refabriquer d'autres ARN. Donc les ARN qu'on voudrait maintenir stables pendant une longue durée, ce sont des ARN que la cellule va doter d'une queue très très longue de plusieurs milliers, des dizaines de milliers de nucléotides A. Tandis que les ARN qui
Donc on voudrait donner qu'une demi-vie de quelques heures sans doter de quelques centaines, seulement un petit millier d'adénines. Et du coup, ces ARN-là vont être traduits durant une très courte durée. L'ARN messager, comme on dit souvent, est une copie de travail du gène. Cette copie est destinée à être traduite, okay? Puis elle est destinée aussi à être éliminée à la fin de son travail. Sachant que l'extrémité centrine est protégée par la coque, l'extrémité trifide, elle, n'est pas protégée de façon définitive, mais elle est protégée de façon régulée. Okay? La queue polia est lentement digérée par les protéines exonucléases, et au fur et à mesure que le temps avance, que l'hydrolyse avance, le messager devient à un certain moment inapte à la traduction. Sachez aussi que même si la queue polia est longue, les messagers qui portent peu de ribosomes, parce que l'initiation de la traduction est ralentie ou elle est inhibée par des phénomènes de régulation, on verra lors de la traduction, ces messagers-là, sur lesquels les ribosomes n'avancent pas à une vitesse normale, sont également détruits directement par des endonucléaires. Okay? Donc, les ARN messagers au niveau cytoplasmique sont détruits soit parce qu'ils arrivent en fin de vie à cause du raccourcissement de la queue polia, soit parce que les ribosomes n'avancent pas, ne progressent pas à une vitesse normale, ce qui signifie que cette ARN n'est plus utilisée par la cellule, elle ne peut plus le traduire car elle n'en a plus besoin. Dans ces deux situations, donc, la queue courte ou les ribosomes lents, les nucléases vont intervenir. Donc, voilà que c'est des protéines exonucléases qui vont la raccourcir, okay, petit à petit, mais lorsqu'elle est courte, ou lorsque aussi les ribosomes sont lents lors de la traduction, ce sont plutôt des endonucléases qui vont intervenir. Alors, ces endonucléases vont faire quoi? Vont dégrader l'ARN messager, recycler les petits fragments qui sont ribonucléotides. Donc, les ribonucléotides vont être recyclés pour fabriquer d'autres ARN. Et puis, la cellule va faire quoi? Elle va synthétiser des messagers nouveaux au besoin. L'exemple des messagers qui ont une durée très longue est celui des messagers qui codent pour des protéines impliquées dans les mécanismes postprandiaux, les mécanismes de digestion. Donc, les gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la digestion sont des gènes qui codent pour des messagers très très courts. Leur durée de vie est de l'ordre de 1 ou 2 heures seulement. À chaque repas, on va synthétiser des messagers nouveaux avec une queue polyale très courte. Ces messagers matures vont être traduits et juste après, ils vont être dégradés. Et au prochain repas, on va resynthétiser notre messager. Là, c'est un exemple de messager vraiment peu stable. La durée de vie est de à peine 2 heures. En contrepartie, on a des messagers qui sont, on retrouve au niveau du système nerveux central, par exemple, où la synthèse protéinique est lente mais qui est très stable. Dans ce genre de situation, on va trouver des messagers qui sont stables durant des années avec des queues polyales extrêmement longues. On arrive à l'édition. L'édition, c'est quoi? L'édition, c'est d'effectuer une modification de l'ARN, du transcrit primaire, soit pendant la transcription ou de manière post-transcriptionnelle, dans le but de changer la séquence de cet ARN par rapport à la séquence
d'ADN dont il a été issu. Alors, on fait quoi? Soit on va ajouter des nucléotides, ou remplacer des bases, ou modifier des bases existantes. Vous avez ici un exemple des plus intéressants et en même temps aussi des mieux connus, parce que je pense que c'est le premier qui a été découvert en 1987. Donc ici, vous avez la transformation d'une base C en une base U par une cytosine désaminase au niveau du gène qui code du gène ApoB. Alors le gène ApoB code pour deux protéines, soit l'ApoB 100, soit l'ApoB 48. Les deux protéines sont identiques sur une partie, sur leur séquence, sauf qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. On a la protéine ApoB 100, qui est la forme lourde de la protéine ApoB. Elle est synthétisée au niveau du foie et elle transporte des lipides endogènes au niveau sanguin. Tandis que la protéine ApoB48, on la retrouve au niveau intestinal et elle est toute petite, elle est légère, elle pèse 48 kDa et son rôle est de transporter les lipides exogènes de l'intestin vers les entérocytes. Alors, la transcription au départ est identique. Donc, on a la transcription, le transcrit primaire, et ensuite on a l'édition. Cette édition est spécifiquement régulée au niveau de l'intestin pour créer un codon stop prématuré permettant d'obtenir donc une protéine toute petite. L'absence de cette édition va conduire à l'apparition de la forme longue. Comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma amplifié, vous avez donc tout en haut le gène ApoB. Et lors de la transcription, vous avez donc un ARN qui est lent et l'édition concerne le codon CAA. Donc si on est au niveau du sang, le gène code pour la cytosine désaminase n'est pas actif, la cytosine désaminase ne va pas être codée ni ne va faire l'édition. Et nous allons donc obtenir un ARN lent et une protéine qu'on appelle l'ApoB 100 qui va être responsable du transport des lipides endogènes. Et cette forme de régulation, donc sans édition, se trouve au niveau du foie. Au niveau de l'intestin, donc après qu'on obtient le transcrit primaire, on aura l'édition qui va s'opérer grâce à la cytosine désaminase, et donc le codon CAA sera transformé en un codon UAA. Vous voyez, donc au niveau de l'ARN messager, on a donc deux UAA qui sont en fait des codons stop. Un qui vient d'être créé de façon prématurée. Les ribosomes, lors de la traduction de cet ARN messager, vont naturellement s'arrêter au premier codon stop, et ça va conduire à la fabrication d'une protéine ApoB48 toute petite, et celle-là, on va la trouver au niveau de l'intestin. Donc c'est au niveau de l'intestin qu'on trouvera la cytosine désaminase et cette forme de régulation. Et donc cette spécificité tissulaire d'édition permet de fabriquer une protéine qui est différente de la protéine du foie à partir d'un seul et même gène. Vous voyez, donc l'objectif de l'édition est de fabriquer plusieurs protéines différentes à partir d'une seule séquence génique. C'est une forme d'économie d'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plusieurs gènes A, B, C, D, E pour plusieurs protéines A, B, C, D, E, on a un gène qui s'appelle A, et une fois qu'on a le transcrit primaire, on va faire en sorte de fabriquer les protéines A, B, C, D et E en faisant des modifications minimes au niveau de la séquence du transcrit et non au niveau de la séquence génique. Donc, après sa synthèse, l'ARN libéré par l'ARN polymérase s'appelle un transcrit primaire.
c'est à la suite des différentes modifications qui s'opèrent, donc la queue, la croix, l'élimination, etc. Et aussi un autre phénomène qui est celui de l'élimination, le transcrit primaire va donc maturer, devenir mature, et on va l'appeler ARN messager mature. Ici, observez l'exemple de transcrit primaire du gène ApoA. Alors, avant modification, ce transcrit contient 1309 nucléotides. La maturation va lui permettre d'avoir une coiffe qui est un gène nucléotisé. Ce gène peut être fixé, rappelez-vous, au niveau de l'ATP, le premier nucléotide ici qui est l'ATP, donc en 5 primes, et aussi une queue polyale qui est synthétisée en 3 primes après la fin de la transcription. En plus de ces deux modifications, on a donc 3 intrants qui vont être excisés. Après quoi, cet ARN sera appelé ARN messager et il sera transporté vers le cytoplasme pour sa traduction. L'étape de maturation transcriptionnelle qui permet l'élimination de l'intrant, ça s'appelle l'étape excision-épissage. L'excision consiste dans l'élimination de l'intrant, et puis les exons sont liés les uns à la suite des autres pour donner un ARN mature. Cet épissage, en fait, n'est pas forcément lié tous les exons les uns à la suite des autres, mais parfois il y a des formes de régulation où l'épissage est alternatif. C'est-à-dire, en fait, qu'on peut éliminer certains exons possibles avec les intrants, conduisant à des ARN messagers alternatifs. Ces ARN messagers ont certains exons en commun et d'autres exons qui sont propres à chacun de ces ARN messagers. Donc là aussi, on a une modification qui est un peu semblable à l'édition, conduisant à l'apparition de protéines différentes issues d'un même gène en fonction donc, de l'ARN messager qui a été fabriqué après la régulation. L'excision se fait par ce qu'on appelle la formation d'hydration. L'excision de notre épissage fait appel à plusieurs protéines. On a des ribonucléoprotéines qui contiennent des petits ARN, des SNRD, des ribosines, et d'autres enzymes spécifiques telles que le naturase, etc. La structure secondaire du transcrit met en contact 3 séquences au niveau de l'intrant. Ce sont ces 3 séquences qui vont conduire à ce qu'on appelle la formation du lasso et l'excision de l'intrant. On a une séquence au début de l'intrant, on appelle ça site donneur. Cette séquence, c'est un GU. Donc on a l'U de l'intrant, en 5 primes de l'intrant, tout le temps, toujours, c'est une règle, en G suivi d'un U, en GU. Ok? Donc après ce GU, on a une séquence qu'on appelle un site de branchement. Cette séquence-là, c'est juste un nucléotide adenine qui est à 40 nucléotides avant le site receveur, le site accepteur. Le site accepteur, lui, il est au niveau 3', donc à la toute fin de l'intrant, et c'est un site AG. Donc on a 3 sites, un accepteur, un receveur. Un donneur, un receveur. Le donneur, c'est le site GU. Le receveur, c'est l'autre extrémité, AG. Et puis un site de branchement qui est une adenine, qui est un peu avant, en tout cas à 48 nucléotides, du site accepteur. Comment se passe le phénomène qu'on appelle l'excision-épissage, ou en fait que je préfère en vérité appeler splicing,
désolée parce que c'est plus simple. Enfin bon, donc l'excision épissage se passe de cette façon. Donc vous avez, regardez là le schéma, donc vous avez ce qu'on appelle le spliciosome, ou la particule d'épissage, qui est composée de plein d'ARN, ok, donc de petits ARN. Vous voyez ici SNRNPU4, SNRNPU6, SNRNPU2, SNRNPU5, SNRNA de SNRNPU1. Donc en fait, en vérité, c'est plusieurs petits ARN et plus de 200 protéines qui sont complexées en une petite machine qui est extrêmement conservée entre les eucaryotes et qui s'appelle le spléciosome. Donc ce spléciosome, il va faire quoi? Il va faire que le site donneur et le site de branchement et le site accepteur soient unis dans une sorte de complexe. Alors, donc ce complexe-là, il va permettre de détacher les deux guanines, le site donneur et le site accepteur. La guanine de site donneur va interagir avec l'adenine du site du branchement, conduisant à la formation du lasso. Ensuite, ce spléciosome, il va coller le dernier nucléotide de l'exon 1 avec le dernier nucléotide de l'exon 1 avec le premier nucléotide de l'exon 2, tout en libérant l'intron en forme de lasso. Okay? Ensuite, cet intron libéré en forme de lasso est détruit par les nucléases et le transcrit perd successivement ainsi tous ces introns et les exons épicés les uns aux autres, constituant la séquence codante du messager mature. Voici comment le tissage alternatif se fait. Et là, c'est très intéressant à discuter parce que vous allez voir comment la cellule réussit, encore une fois, un peu comme une répétition, à fabriquer plusieurs protéines à partir d'un seul et même gène. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe pour avoir des ARN naturels différents? Il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'utilisation de promoteurs alternatifs. Donc, l'exemple dans l'exemple 1, vous avez deux messageries nature différents avec les exons 1, 2, 3, 4 ou 1 bis de 3, 4. Alors, lorsque la cellule utilise le promoteur numéro 2, donc le promoteur numéro 2, l'ARN Paul va interagir avec lui lors d'un phénomène de régulation. Grâce à un phénomène de régulation, donc elle ne va pas interagir avec le promoteur 1, mais avec le promoteur 2, et le transcrit va donc, contenir les exons 1 bis de 3, 4, et lors de la maturation, les intrants vont être éliminés, et le messager mature va contenir donc 1 bis de 3, 4. Jusque-là, c'est classique. Donc la seule régulation ici, c'était celle du choix du promoteur. La deuxième situation, c'est le choix du promoteur 1. Lorsque la cellule régule ce gène en utilisant le promoteur 1, on devrait s'attendre normalement à la fabrication d'un transcrit qui, lors de la maturation, devrait contenir les exons 1 bis, 2, 3, 4. Or, comme vous pouvez le voir, ce transcrit ne contient que les exons 1, 2, 3 et 4. Et ça, en fait, ça voudrait dire que l'exemple 1 bis a été éliminé lors de la maturation. Alors, comment ça se passe? En vérité, lors de la maturation, en fait, la cellule va réguler le transcrit primaire de sorte à masquer deux sites. Le site accepteur qui est juste avant l'exon et le site donneur qui est juste après l'exon. Donc si on appelle l'intron entre 1 et 1 bis, on l'appelle l'intron 1, et l'intron qui suit 1 bis, on l'appelle l'intron 1 bis. Ce qui se passe dans cette régulation, c'est qu'on aura des modifications qui vont permettre de masquer le site
accepteur de l'intrant 1 et le site donneur de l'intrant en bis. Et ainsi, on aura un grand intrant. Donc, le spléciosome, on n'a pas deux intrants, l'intrant 1 et l'intrant bis, mais on a un grand intrant qui commence par le début de l'intrant 1 et qui finit par la fin, le site accepteur de l'intrant 1 bis. Ce grand intrant contient donc l'exon 1 bis. Le lasso va donc contenir l'exon 1 bis qui sera excisé et dégradé. Et l'ARN mature contiendra uniquement l'exon 1, 2, 3 et 4. Donc, le deuxième exemple, il est à peu près identique à celui que je viens de juste expliquer. Là, vous avez soit l'utilisation de promoteurs actifs, soit le choix de garder ou d'éliminer certains exons. Et ici, vous avez l'exemple de la troponine, la bêta-troponine T et l'alpha-troponine T, avec le maintien des exons 1, 2, 3, 5 pour l'alpha-troponine T et des exons 1, 2, 4, 5 pour la bêta-troponine T. Okay. Alors, ça se passe comment? Donc, c'est à peu près comme je viens de l'expliquer. Donc, pour l'alpha-troponine T, les sites accepteurs de l'intrant avant l'exon 4 et le site donneur de l'intrant après l'exon 4 sont masqués, de sorte à avoir un grand intrant qui commence à la fin de l'exon 3 et qui finit au début de l'exon 5. Donc, les sites donneurs et accepteurs utilisés ici sont, donc, dans le site donneur, c'est le site donneur de l'intrant 3 et le site accepteur, c'est celui de l'intrant 4. Ainsi, le lasso va contenir les deux intrants et aussi l'exon 4 qui est au milieu. Et donc, pour l'alpha-troponine T, on va supprimer l'intrant 1, l'intrant 2, l'intrant 3 et 4 avec au milieu l'exon 4, et on aura un messager mature avec les exons 1, 2, 3 et 5. Okay. La même chose va être faite pour fabriquer l'ARN messager de la bêta-troponine T, mais cette fois, l'exon qui va être éliminé dans le grand lasso sera l'exon numéro 3, encadré par les deux intrants, l'intrant 2, un autre exemple d'épissage alternatif, dans lequel donc soit c'est l'exon terminal numéro 18 qui est maintenu, ou c'est l'exon terminal numéro 19 qui est maintenu. L'exemple ici, c'est l'exemple de la protéine CD44, okay, qui contient deux formes, la forme courte et la forme longue, et la différence dépend du choix du dernier exon. Dans le cas de la protéine courte, l'exon maintenu, c'est l'exon numéro 18. Ça permet d'avoir une protéine courte avec un codon stop qui est au tout début de l'exon 18. La forme longue ne contient pas l'exon terminal 18, mais elle contient l'exon numéro 19. Et dans ce cas, on aura la forme longue de la protéine CP44 avec un codon stop qui est au niveau de l'exon numéro 19. Alors, voici notre ARN messager, tout mature, tout beau, il est au niveau cytoplasmique. Donc, vous voyez, vous avez la coiffe qui est liée au premier nucléotide, donc A. Vous avez la queue qui est liée au dernier nucléotide. Okay. Vous avez les exons qui sont liés les uns à la suite des autres. Okay. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette séquence? Cette séquence est organisée en plusieurs séquences qui ont un intérêt lors de la traduction. Vous avez en 5' une longue séquence, ici dans l'exemple du gène APOA2, qui ne sera pas traduite. Okay. Dans cet exemple, elle correspond
à l'exemple 1 et une partie de l'exemple 2. Sur cette séquence, va se construire le complexe d'initiation de la traduction, où les ribosomes vont rassembler pour commencer la traduction. Donc la séquence en amont du codon AUG, qui est le codon d'initiation de la traduction, il y a une séquence qui sert à rassembler le ribosome et qui n'est pas traduite. Okay, donc après cette séquence, on a le fameux codon AUG qui va fixer définitivement, de façon définie et de façon stable, enfin pas définitive, de façon stable le ribosome, où viendra se lier le premier ARN de transfert, celui de la méthionine initiale. Ensuite, on a une succession de codons qui vont permettre donc le glissement des ribosomes et l'incorporation des ARNT qui vont apporter au fur et à mesure des acides aminés. Dans cet exemple-là, les premiers codons servent à fabriquer le polypeptide composé d'une succession d'acides aminés qui est le polypeptide, le signal peptide, ou le peptide signal. Le peptide signal fait partie du polypeptide, mais son rôle est l'adressage. Ça veut dire son rôle est de permettre de transporter la protéine au bon endroit. On va le voir un peu plus en détail dans le cours de la traduction. Donc vous avez la méthionine, après quoi vous avez une succession de codons qui vous permettent de synthétiser le peptide signal, ensuite une succession de codons qui vont permettre de synthétiser la séquence primaire de la protéine, et une fois qu'on finit de synthétiser la séquence primaire qui va représenter la protéine, après maturation, on a un codon de terminaison qui ici est le UAG, okay, c'est le codon stop. Et ensuite, derrière le codon stop, on a une séquence 3' non traduite, qui peut être plus ou moins longue, qui est suivie de cassette poly-A, quelques nucléotides, puis la queue poly-A. Voici à quoi ressemble un messager mature. Le messager mature ne commence pas par AUG et finit par stop. Comme vous pouvez le voir, on a des séquences qui sont exogoniques, qui ne sont pas traduites, que ce soit en 5' ou en 3'. Et dans la séquence traduite, on a aussi une séquence qui ne fait pas partie forcément de la protéine primaire, mais qui est un peptide d'adressage, un peptide signal. À la fin de la deuxième technique, où on a détaillé une maturation de la messager, après sa transcription, avec les différents éléments que j'ai utilisés. J'espère que vous avez été utile. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, soit plus longues ou par mail, mais que je peux faire transmettre avec vous pour que tout le monde puisse tirer profit des questions des uns des autres. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous dis à bientôt.